Bonjour, je suis avec Maggie Bissonnette aujourd'hui, qui est courtier hypothécaire. Et là, j'ai une question aujourd'hui. Alors, Maggie, dis-nous, bon, pour un couple qui gagne chacun 100 000 quelle maison ils peuvent s'acheter en 2024? Oui, Marie-Christine. Alors, en 2024, un couple qui gagne chacun 100 000 sur l'île de Montréal, on peut penser à une qualification de 850 000 Donc, quand même. Ouais. Oui, oui, quand même. C'est ça. Les gens, des fois, ont peur parce que ce qu'on entend aux nouvelles, c'est que l'accessibilité à la propriété se dégrade. Oui, on s'entend, là, c'est beaucoup moins facile qu'avant la pandémie, mais quand même, là, il reste de belles possibilités. Donc, ce 850 000-là, ce qu'il faut comprendre dans la qualification hypothécaire, prend en considération les taxes municipales et scolaires, l'électricité de la propriété. Et dans mon hypothèse, je n'ai inclus aucune dette. Donc, c'est un couple, comme on a dit, qui gagne 100 000 chacun, donc un revenu familial de 200 000, mais qui n'aurait aucune dette, aucun prêt auto, aucune marge de crédit, aucun prêt étudiant, rien du tout. Mhm. On s'entend que c'est pas très près de la réalité. Donc, Ça doit pas arriver souvent quand même. non, c'est ça. C'est pas. Effectivement, là, c'est 2024. Donc, la plupart des gens, ben, ils ont étudié. Donc, il y a des prêts étudiants. On a quand même la chance ici d'avoir de belles options de remboursement. Donc, on peut compter là-dessus. C'est vraiment le paiement qui compte, hein. Donc, au niveau des prêts, où est-ce qu'on a un remboursement fixe, on y va avec le paiement minimum qui est exigé au niveau du contrat du prêt. Donc ça aide au niveau des prêts étudiants. Mais après, c'est plutôt les cartes de crédit qui font mal parce que les cartes de crédit, les marges de crédit, on est obligé de calculer un pourcentage minimum. Ça varie de prêteur en prêteur, mais disons entre un 3% et 5% là, du solde qui est inscrit au bureau de crédit. Donc ça OK. vient diminuer, ça vient gruger la capacité d'emprunt très, très rapidement. Donc c'est sûr que quand on est dans un contexte de qualification, de préqualification, moi je travaille avec un réseau de professionnels, donc des conseillers en sécurité, des planificateurs financiers. On vient vraiment mettre la table autour de ce projet-là pour s'assurer qu'on part avec les meilleurs outils pour arriver à nos objectifs. On veut faire un gros ménage dans ses finances, en gros, avant d'acheter une maison, là. Oui, effectivement, parce que moi, en tant que courtier hypothécaire, c'est sûr que je peux rentrer là, tous les chiffres dans mon système. Ça va calculer jusqu'à 44% d'endettement, parce que ça aussi, c'est une autre information qui est pertinente à avoir. Donc, lorsqu'on a moins de 20% de mise de fonds, on doit avoir un prêt hypothécaire qui est assuré et Mhm. les assureurs au pays n'iront pas avec un ratio d'endettement qui est supérieur à 44% de notre revenu brut. Donc, c'est toujours calculé sur le brut et ça, c'est une mesure qui est selon moi imparfaite parce que Mhm. notre salaire brut, c'est pas ce qu'on a dans les poches. Donc, si Non. on prévoit nos cotisations, notre fonds de pension, je parle même pas des impôts, après ça, les assurances collectives, on peut payer plusieurs déductions à la source. Donc, ce qui fait en sorte que c'est pas du tout le montant qu'on a dans nos poches. Moi, je peux le calculer, le 44% du brut, mais je préfère beaucoup faire l'exercice inverse. Et ça surprend beaucoup les gens. Je préfère que les gens fassent leur propre budget personnel et que eux me disent combien ils sont confortables à payer pour leur hypothèque. Parce que disons, Marie-Christine, que toi, tu es une avide voyageuse et que c'est Mhm. très important pour toi de voyager 2 fois par année. Mais ça, là, ton ratio d'endettement me le dira pas. Mais moi, je veux bien te servir. Je veux que tu sois bien dans ta maison. Je veux que ce soit vraiment une plus-value dans ta vie. Bien, à ce moment-là, il faut en prendre compte parce que lorsque on va faire ta préqualification hypothécaire, j'ai besoin de connaître ton style de vie pour bien te Mhm. conseiller. C'est pas nécessairement en t'amenant à 44% de ratio d'endettement que ça va correspondre à combien tu veux vraiment payer pour ta propriété. Donc, grosso modo, quand tu demandes aux gens de faire, disons, leur propre petit budget, là, qui Oui. veulent calculer leur propre capacité d'emprunt, bon, comment ils vont faire? Ils vont prendre, disons, une maison qu'ils aiment avec un budget potentiel. Là, je sais qu'il y a des calculatrices hypothécaires quand même là, sur Internet, mais il faut savoir que dans ces calculatrices hypothécaires-là, on n'a pas la SCHL. Si les gens mettent moins de 20% de mise de fonds, il y a l'assurance préhypothécaire qu'il faut ajouter à notre paiement, là, qui Absolument. représente un pourcentage. Est-ce que c'est un pourcentage précis ou? Oui, c'est un barème qui est dégressif. Donc, dans le cas d'emprunteurs qui souhaitent mettre moins, ben, qui souhaitent mettre 5%. Donc, 5%, c'est le minimum qu'on peut Mhm. mettre. À ce moment-là, ce sera 4%. Et là, à ce moment-là, plus de mise de fonds on dépose, le moins la prime est élevée. Mais disons Mhm. qu'on veut mettre 5% de mise de fonds pour une propriété là, de 500 000 et moins. Mais à ce moment-là, c'est vraiment 4% la prime de la SCHL. Toutefois, si on utilise les applications des courtiers hypothécaires, parce que maintenant c'est rendu très populaire, là, les courtiers Mhm. hypothécaires ont des applications, on peut quand même aller simuler ça. Donc moi aussi, je peux faire clairement là, les calculs, mais à ce moment-là, on peut faire, si on veut être 100% autonome, là, on peut trouver des applications de courtiers hypothécaires qui offrent ce service-là.
Puis là, dans leur budget, bon, ils ont mis, disons, les paiements hypothécaires, l'assurance CHL parce que la plupart des gens en ont besoin. Puis là, dans les dépenses que les gens devraient calculer, à savoir s'ils peuvent s'acheter ou non cette propriété-là, ils doivent ajouter les taxes municipales, qu'on peut trouver sur Internet, c'est une information publique, les Oui. taxes scolaires, est-ce qu'il y a les assurances? Les assurances qui sont différentes des assurances locataires, là, ça augmente un peu. L'électricité qui augmente aussi. OK. Je conseille toujours aussi un budget rénovation. Surtout Hmm. si on cherche une pépite d'or à 500 000 et moins. On s'entend que des clés en main, à moins qu'on soit en région très, très éloignée. Mais sinon, des propriétés là, à petit budget souvent nécessitent des rénovations. Donc, on peut faire un plan d'investissement. C'est la raison pour laquelle je recommande de toujours faire une inspection. Ça, c'est très important parce que ce rapport d'inspection-là, on s'entend, il n'est pas pour la banque. Il est vraiment pour l'emprunteur et ça devient un plan d'investissement. Il y a des rénovations souvent qu'on n'est pas obligé de faire sur le coup, mais ça permet d'amortir ces dépenses-là et de bien les mettre dans son budget pour avoir la liquidité au moment venu. Puis dans les frais de départ à l'achat d'une maison, il y a beaucoup de frais qu'on va payer juste une fois, mais c'est des frais considérables quand même, là. Je pense entre autres à la taxe de bienvenue. Tout à fait, tu as raison, Marie-Christine. Et même au niveau de la qualification, donc les prêteurs demandent de démontrer que les emprunteurs ont 1,5 de la valeur du prêt en économie. Donc, quand on OK. cherche à savoir combien de mise de fonds on doit avoir, bien non seulement on doit avoir au minimum 5% si on achète une propriété en bas de 500 000, mais en plus, on doit démontrer qu'on a 1,5 de côté pour justement pouvoir payer ces factures-là lorsqu'elles arriveront. Et on ne connaît pas ce moment-là, hein. Au niveau de la taxe de bienvenue, là, il y a Ouais. certaines municipalités qui sont très, très rapides. Il y en a d'autres qui ça arrive 6 mois plus tard. Malheureusement, ils nous oublient pas. On peut pas penser qu'ils nous ont oubliés, là, mais des fois, ça peut prendre 6, 7 mois. Donc, on part pas en voyage avec ce montant-là, là. Ça va arriver tôt ou tard. Donc, taxe de bienvenue, il y a les réparties au notaire. Donc, si on a des vendeurs qui avaient acquitté les comptes de taxes pour l'année, bien clairement qu'on leur doit, ce qui restera pendant l'année. Donc, tout ça peut être des sommes qui pourraient être dues. Le Les frais de notaire, notaire. c'est ça, le notaire, donc le déménagement. Donc, il y a vraiment beaucoup de frais connexes là, à mettre dans son budget, mais certainement là, qu'il y a beaucoup d'outils qui existent pour n'oublier rien, des listes très complètes qui existent à travers vos prêteurs et les courtiers hypothécaires. Et là, j'aimerais parler du paiement d'auto. Oui, Alors, le paiement d'auto affecte notre ratio d'endettement au même titre qu'une carte de crédit, par exemple, qu'un solde impayé. absolument. Donc, Ouais. en fait, c'est que tout passif est pris en considération. Et je vais aller plus loin que ça. Pension alimentaire, impôts dus, vraiment toutes les sommes qui sont dues. Il y a peut-être juste à papa, à maman, là, si on en doit, on s'entend, peut-être qu'on le dira pas, ça apparaît pas dans les livres nulle part, mais tout ce qui peut apparaître, tout qu'est-ce qu'on peut consulter. Donc, la pension alimentaire, si elle est saisie sur la paye, ben, même si on la divulgue pas, tous les analystes vont la voir sur le talon de paye. Donc, vraiment, là, tu sais, tout ce qu'on doit, tout engagement mensuel doit être divulgué. Et le prêt auto, Marie-Christine, tu fais bien d'en parler parce que un prêt auto normal, c'est très difficile de s'en sortir en bas de 500 dollars par mois maintenant. Puis à 500 dollars, on s'entend, on n'a pas la BMW 2024 de stationner dans la cour, mais ça fait très mal au niveau de la capacité d'emprunt. Ça gruge beaucoup. Donc, Donc, le couple à 200 000 pourront plus s'acheter une propriété à 850 000 s'ils ont un paiement d'auto de 500 par mois, là. non, bien, en fait, dans ce cas-là, parce qu'on s'entend que c'est des bons salaires, ça aura Ouais. probablement un moindre impact que quelqu'un OK. qui a un salaire de 75 000, là, disons OK. ça comme ça. Mais ça va bouger. Tu as raison, ça va bouger. Parce que souvent, en fait, c'est que c'est pas un paiement d'auto, c'est deux, hein, pour le couple. Donc, souvent, c'est deux paiements d'auto. Donc là, on est rendu à 1 000 dollars. Puis encore une fois, comme j'ai dit, je suis très conservatrice parce que des paiements à 500 dollars, il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est 1 000 dollars. Alors là, il faut calculer que c'est 12 000 dollars net là, par année qu'on a moins dans nos poches. Donc, s'il y a une voiture à acheter, on l'achète après l'achat de la maison. Absolument, absolument, oui, parce que ça nuit, ben, on a passé le processus, hein. Puis une information que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'en période de renouvellement, à moins qu'on ait manqué des paiements, puis à moins qu'il se soit passé vraiment beaucoup de choses avec le prêteur, on ne repasse pas le processus de qualification au crédit. Donc, on peut OK. rester avec le même prêteur. C'est certain que si on change de prêteur, on doit se requalifier, mais si on renouvelle avec le même prêteur, on ne repasse pas là, au crédit. Ah, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Maggie. Je vais mettre tes commentaires, mais pas tes commentaires, mais je veux dire tes contacts dans les commentaires. Et puis, les gens qui aimeraient travailler avec toi peuvent te rejoindre et peuvent leur offrir quel service, pardon.
Oui, donc je travaille en planification hypothécaire, donc tout ce qui est préqualification, achat de propriété, achat de propriété locative, renouvellement hypothécaire, refinancement, donc tout ce qui touche le prêt hypothécaire est ma spécialité. Ça fait 15 ans que je fais ça, donc ça me fait plaisir. Ben, je te remercie beaucoup encore une fois et on se dit à la prochaine. Merci Marie-Christine, à la prochaine. Salut.